Bonjour tout le monde et bienvenue au Midi Rencontre sur le nouveau référentiel de compétences professionnelles de la profession enseignante et sur son déploiement dans les programmes en enseignement de la Faculté d'éducation. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une brève présentation, une présentation peut-être d'environ 30-35 minutes. Et par la suite, vous pourrez me poser des questions, là, les questions qui vous viennent. Ensuite, s'il y a quelque chose d'alarmant, n'hésitez pas aussi pendant la rencontre, là, à soit lever votre main ou le dire dans la conversation. Donc, Caroline Pelletier va être mon assistante aujourd'hui, faute d'avoir Martin Lépine et de jouer ce rôle moi-même. Alors, pour vous remettre un peu en contexte de ce midi rencontre-là, c'est donc en 2020, décembre 2020, le référentiel est publié, le nouveau référentiel, et à la suite de ça, le CAPFE, le Comité d'agrément des programmes, nous demande de le déployer dans les programmes de formation, donc de se mettre à jour en fonction de ce nouveau référentiel-là. Ce qui a impliqué l'année dernière un grand travail pour concevoir un plan de déploiement duquel on va parler aujourd'hui en fin de rencontre. Donc, le plan de déploiement a été envoyé au CAPFE en juin dernier. Là, si vous êtes un peu au fait de la situation politique, mais ça a brassé entre le CAPFE et le ministère là, cet été. Ensuite, il y a eu les élections, ce qui fait qu'on n'a pas trop de nouvelles du CAPFE. On ne sait pas trop qu'est-ce qui advient de cet organisme-là, de ce comité-là. Mais ça ne change pas qu'on a quand même la commande de devoir déployer le référentiel dans nos programmes et donc qu'on va de l'avant et on poursuit là, les actions qui ont été annoncées et qui sont aussi déjà en cours dans plusieurs programmes. Alors cette année, on est dans ce déploiement-là et on va en faire le suivi. Alors la rencontre d'aujourd'hui, elle vise principalement à faire le point sur les changements entre le référentiel de 2001 et celui de 2020. Alors, certains programmes ont déjà fait des formations, entre autres BASS, là, à cet effet-là, de ce qu'on a appris, ce qui fait que ça va peut-être recouper certaines informations que vous avez déjà eues dans divers contextes. Mais l'idée, c'est finalement de le faire pour se mettre un peu une base commune, d'avoir tous un même point de départ selon dans les programmes où on est rendu dans ce déploiement-là. Il y a aussi la plupart des plans d'activité pédagogique qui ont été mis à jour, donc au niveau des libellés des compétences. Mais ça reste que qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le prochain pas après avoir mis à jour, entre autres, nos plans d'activité pédagogique? Le but aujourd'hui, c'est d'un peu situer tout ça. Donc, le point 2, présenter un état des lieux du déploiement du référentiel. Alors, on va se rappeler quelques pistes de formation qu'on a mis en place là, dans la dernière année, notamment par les midi-rencontres. Et on va regarder aussi un peu l'échéancier qui était dans le plan de déploiement pour voir où on en est puis comment on avance là-dedans. Alors, c'est un peu les objectifs là, qu'on s'est donnés aujourd'hui. Alors, pour ce qui est des changements entre 2001 et 2020, vous voyez les puces à gauche, là, finalement, ce sont les éléments qui ont été apportés. Vos responsables de programme ont rencontré là, le ministère, donc des représentants du ministère, des représentantes, pardon, qui sont venus présenter un peu ces points-là. Fait que je reprends certains éléments de ces présentations-là aujourd'hui pour un plus large public de personnes formatrices. Donc, l'accessibilité du document, là, le premier point, c'est assez simple, c'est que dans l'idée de refaire un référentiel, pour qu'il se distingue, mais le but était qu'il soit moins long, plus accessible au niveau du contenu. Alors, il y a une simplicité dans la présentation, puis dans le texte là, qui est dans le nouveau référentiel. Mais les autres points, je vais laisser, là, vous voyez la vidéo là, sur la diapositive, je vais laisser quand même quelques personnes qui ont travaillé sur ce référentiel-là vous en parler, puis vous exprimer ces aspects-là. Donc, d'abord, on va écouter Maurice Tardif, qui était la personne qui finalement a travaillé sur le référentiel, à qui on a donné la commande de réfléchir sur ce référentiel-là. Il a analysé les référentiels, c'était quoi un référentiel et c'est quoi un référentiel de la profession enseignante. Et il a amené des propositions au ministère, propositions qui ont ensuite été validées par divers tours de validation avec différentes instances, différentes personnes. Et ça a mené au référentiel qu'on connaît aujourd'hui.
Donc, il y a les idées de départ un peu de Maurice Tardif et il va vous présenter certains postulats dans l'extrait que je vous présente. A été mandaté par question-là. Bon, le référentiel se basait sur un postulat, ce qui n'était pas le cas du référentiel de 2001. C'est les compétences professionnelles qu'on devrait voir au centre de la formation des enseignants. Oh, pardon. Devraient être les mêmes que celles qui sont au cœur de l'activité enseignante dans les classes. Par conséquent, le centre de gravité de la formation, ce n'est pas la formation, c'est le travail des enseignants. C'est quelles compétences sont nécessaires pour enseigner aujourd'hui. C'est la réponse à cette question-là qui devrait définir les compétences qu'on devrait faire acquérir et maîtriser à nos étudiants. Par conséquent, le référentiel est conçu dans la perspective de l'exercice de la profession enseignante. La formation initiale y est considérée comme une étape dans le processus de maîtrise des compétences et non pas comme un terminus. Bon, les assises intellectuelles du référentiel, je vais passer rapidement là-dessus parce que ça ressemble beaucoup à celle du référentiel de 2001. On a placé la langue et la culture au fondement de l'enseignement. Bien sûr, le métier d'enseignant, c'est un métier qui a rapport à la culture qu'on hérite à travers notre histoire, la culture des disciplines scientifiques, la culture des disciplines littéraires, la culture de la grammaire, la culture de l'histoire. Et par conséquent, l'enseignant est d'une certaine façon un acteur culturel. Et bien sûr, la langue à travers laquelle il s'exprime et à l'aide de laquelle il s'exprime est un véhicule puissant de cette culture-là, et en même temps un ordre normatif que les élèves doivent assimiler à travers les performances langagières de l'enseignant qui, en quelque sorte, joue un rôle de modèle. Une autre idée, c'est que les relations aux élèves sont au cœur de l'enseignement et du référentiel. Dans le premier référentiel, moi, je pense que ce qui était au cœur, c'était l'idée de la culture et de la tradition pédagogique et du pédagogue cultivé. Dans le référentiel de 2020, ce qui est vraiment au cœur du référentiel, c'est les relations aux élèves. L'enseignant est lui-même défini comme un professionnel au sens fort du mot de l'apprentissage en contexte scolaire. Donc, il n'est pas défini comme un pédagogue cultivé, comme un acteur culturel, même si ces éléments sont là. Le centre de gravité se déplace de la vision culturaliste de l'enseignement à une vision centrée sur le travail des enseignants. La job d'un enseignant, c'est de faire apprendre les élèves les savoirs et les normes à la base de la culture scolaire. Ça, c'est le point 4, les enseignants, c'est un rajout du ministère, ça, qui était ailleurs dans le référentiel d'avril 2019. Que veut dire agir en professionnel? Ça, il n'y a pas de nouveauté, c'est-à-dire ce qu'on sait aujourd'hui des professionnels, quels qu'ils soient. Premièrement, agir en professionnel, il y a une dimension normative. On agit en faveur du progrès et de l'apprentissage des élèves. Donc, un enseignant, ce n'est pas juste quelqu'un qui agit en termes de façon instrumentale, il agit pour le bien des élèves. Le bien des élèves étant leur apprentissage et leur développement intégral. C'est aussi mobiliser une intelligence de la tâche. Ça, toute compétence renvoie à une intelligence de la tâche. C'est être capable d'agir de façon réflexive, intelligente, mesurée, pondérée, en fonction des caractéristiques propres des situations de travail que l'enseignant rencontre dans ses activités quotidiennes. Donc, une dimension opératoire aussi dans l'agir professionnel. Et finalement, bien sûr, toute activité professionnelle doit se baser sur l'état actuel des connaissances propres au domaine considéré étant ici l'enseignement et l'apprentissage. Donc, il y a une dimension cognitive de l'agir professionnel. En tout cas, ceux qui connaissent la sociologie des professions, c'est des banalités. Une grande nouveauté par rapport au référentiel de 2001, c'est l'affirmation du rôle central des connaissances dans la formation et l'exercice de la profession. Ceux qui connaissent bien le référentiel de 2000 là, ou 2001, ce référentiel-là laissait totalement en suspens la question des connaissances. Il a transféré aux universités. Il disait c'est les universités qui vont définir les savoirs de base à l'enseignement. Dans le référentiel, et ça c'est quelque chose qui me tenait à cœur, c'est revenir à une valorisation des connaissances qui sont acquises à l'université et dans le monde scolaire pour soutenir le travail des enseignants. La formation des maîtres
elle comporte deux grands défis. Le premier, c'est faire en sorte que nos étudiants s'appuient sur une culture intellectuelle de haut niveau, une culture universitaire, ainsi que sur une base de connaissances issues de la recherche. Mais elle doit aussi s'assurer que ces connaissances-là, et c'est souvent là que le bas blesse, que ces connaissances deviennent des ressources pour les compétences. Donc, une des idées centrales du référentiel, c'est que les connaissances qu'on fait acquérir en formation des maîtres, qu'on développe, ne doivent pas être juste des connaissances issues de la recherche, elles doivent être transposables et elles doivent avoir un degré d'efficacité pratique de façon à ce que les enseignants puissent s'en saisir pour nourrir leurs propres compétences et leur propre qualité de travail et de soutenir l'apprentissage des élèves. Moi, j'ai toujours pensé que c'était le défi numéro 1 qui attendait la formation des maîtres et qui nous confronte encore aujourd'hui. Alors, Maurice Tardy vient nous entretenir là, finalement des deux points ici, là, la place des connaissances. Il vient de presque nous faire des remontrances là-dessus. Mais sur l'agir professionnel enseignant, le profil de l'enseignant aussi, qui est donc une nouveauté, ce changement de posture-là, ici en haut, le référentiel de 2001 était un référentiel pour la formation et maintenant, on a un référentiel pour la profession, ce qui situe la formation initiale différemment là, du premier référentiel. La considération des réalités autochtones, c'est aussi une nouveauté du nouveau référentiel. Donc, ça a été pris en compte. Au départ, il avait été suggéré que ce soit une compétence à part entière. Finalement, ça a été revu autrement et c'est dit que c'est un peu partout dans le référentiel. Là, on peut être critique à cet égard-là. Chacun a son opinion là-dessus. Mais donc, dans le message qui est transmis, c'est que les considérations autochtones, des réalités autochtones, pardon, est présente dans cette considération-là est présente dans le nouveau référentiel. Il y a l'ajout de la compétence qui vise à soutenir la motivation, donc la compétence 8, soutenir le plaisir d'apprendre. On va y revenir un petit peu plus tard. Et aussi les deux derniers points, on va y revenir spécifiquement car c'est des points vraiment essentiels là, pour comprendre les changements entre 2001 et 2020. Donc, les niveaux d'acquisition de compétences et l'organisation des compétences, donc le schéma des compétences qu'on va regarder plus attentivement. Pour ce qui est des postulats des assises dont parlait M. Tardif, c'est intéressant. Je ne vais pas repartir, mais donc c'est intéressant de le comparer aussi avec le discours qui accompagne le référentiel. Donc, la vidéo de Maurice Tardif est disponible sur YouTube. Il explique un peu, lui, son idée derrière le référentiel, mais comme je disais tantôt, il a soumis ce document-là au ministère et à l'équipe qui a travaillé là-dessus. Puis, ce document-là s'est adapté en fonction des commentaires qu'ils ont reçus de divers ordres. Donc, oui, des universitaires, mais des enseignants en exercice, des directions d'école, des syndicats, etc. Donc, je vais laisser ici, pendant quelques minutes, les présentatrices du ministère présenter elles aussi les assises, les principes, les connaissances derrière ce référentiel-là. Puis, vous pourrez voir un peu comment la vision s'est légèrement adaptée, mais qu'il y a quand même un fil conducteur, là, puis la pensée est quand même continue entre les deux. Toujours, on va aller. On va revoir de quelles assises est-il question, quels principes et quelles connaissances. Alors, au niveau des assises qui sont présentées à la partie 2 du référentiel, on va offrir par ces assises-là une vision de l'enseignant que l'on est, hein, parce que Stéphanie et moi aussi, on est des enseignantes de métier. Donc, l'enseignante ou l'enseignant, c'est celui qui, par son activité de médiation, va inviter l'élève à s'approprier un patrimoine de culture, va l'inviter à se définir au travers de ce patrimoine-là et même à identifier le rôle qu'il a à jouer au sein de ce patrimoine. Alors, il y a une assise culturelle ici très forte. L'enseignant, c'est aussi celle ou celui qui va jouer un rôle de modèle grâce à ses habiletés de communication, tant à l'oral qu'à l'écrit. Les recherches confirment aussi que l'enseignant qui s'assure de développer et de maintenir des relations positives avec ses élèves au niveau des relations au niveau intellectuel, niveau affectif, culturel, éthique, va contribuer plus facilement, va assurer une meilleure réussite des élèves parce qu'on reconnaît que c'est un vecteur de réussite que la qualité de ces relations-là qu'on maintient avec nos élèves.
L'enseignant est aussi celui qui va savoir collaborer avec l'équipe école, avec les parents, avec la communauté, avec les partenaires, puis qui va bien comprendre le rôle que lui, il doit jouer au sein de cette organisation apprenante-là. Et finalement, dernière assise et non la moindre, l'enseignant est un professionnel de l'enseignement et de l'apprentissage et c'est vraiment à ce titre-là que doit s'inscrire sa pratique enseignante. Alors, par ces 5 assises-ci que je viens de vous présenter et par les principes que Stéphanie s'apprête à vous présenter, on va distinguer le précédent référentiel de celui-ci par cette définition-là de l'enseignante ou de l'enseignant qui va être axée davantage sur la figure du professionnel, une figure où les activités vont être guidées justement par ces assises et ces principes. Probablement que beaucoup d'entre vous qui avez été enseignants, vous devez vous reconnaître déjà dans ce médaillon-là. Alors, je te cède la parole, Stéphanie. Merci. Donc, concernant maintenant les principes qui vont être à la base de l'enseignement et qui vont guider les activités professionnelles de l'enseignant, on en retrouve 3. Donc, le premier, il s'agit d'agir pour l'éducation et l'apprentissage des élèves. Le second, de savoir agir de manière autonome en fonction des caractéristiques de la situation. Ce savoir agir, notamment, va mobiliser des capacités de jugement, de réflexion et de créativité. Et finalement, il est question du troisième principe qui est de fonder son enseignement sur l'état actuel des connaissances. Et justement, ces connaissances, il y en a 3 catégories. Ce sont des connaissances dites spécialisées sur lesquelles les enseignants vont s'appuyer notamment dans le processus d'enseignement et d'apprentissage. Donc, il s'agit de connaissances sur les élèves et l'apprentissage, sur la discipline et le programme d'études et sur les stratégies didactiques et pédagogiques. Et justement, la place qui est accordée aux connaissances va être une différence avec le précédent référentiel. Donc, dans le référentiel de 2001, on était vraiment dans un contexte où le programme de formation de l'École québécoise était en refonte et à ce moment-là, les connaissances étaient moins mises en évidence. Donc, en 2020, les connaissances, le rôle central des connaissances se réaffirme. C'est pourquoi on les présente aujourd'hui et elles se retrouvent clairement dans le référentiel. Alors, ça m'amène à vous les représenter, ces 13 compétences. Donc, vous voyez ici le tableau qui est issu du référentiel. Alors, avec le libellé de ces 13 compétences-là, entre donc 2001 et 2020, il y a une reformulation pour 12 de ces 13 compétences-là. Il y a une reformulation du libellé et une restructuration. On va y venir dans quelques instants. Mais essentiellement, la seule nouveauté ou la principale nouveauté dans les compétences, c'est la compétence 8, soutenir le plaisir d'apprendre. Ce qui veut dire aussi que le premier référentiel n'est pas acheté à la poubelle pour le deuxième. Ce qui était à l'intérieur, la description des compétences est encore bonne, est encore d'actualité. Les composantes sont devenues des dimensions. Il faut aussi savoir, ça c'est très important, que cette liste de dimensions-là dans le référentiel, elle n'est pas exhaustive et elle est incomplète. Donc, c'est pas, on ne doit pas, dans la formation, on ne doit pas toucher nécessairement tous ces points-là, mais on va en toucher aussi d'autres qui ne sont pas indiqués dans le référentiel. C'est donc une liste un peu d'exemples de dimensions qui peuvent être solliciter pour chacune des compétences. Et c'est là que le rôle des personnes formatrices, des programmes, c'est d'adapter les compétences dans leur programme, à la réalité de leur programme, en ajoutant, par exemple, des dimensions ou en spécifiant les dimensions en fonction de chacune des réalités qui est à développer chez les personnes étudiantes. Donc, une brève présentation là, de la compétence 8, donc le discours de nos deux dames là, sur cette compétence-là que je vous présente ici pour vous mettre en contexte un peu sur cette 8e compétence, soutenir le plaisir d'apprendre. On y parle de motivation. Voilà, je vais le grossir un petit peu pour qu'on voit mieux. Alors, cette nouvelle compétence-là vise à ce que l'enseignant entretienne chez les élèves le plaisir d'apprendre et la curiosité. On va, dans cette compétence-là, souligner l'importance de donner du sens aux apprentissages des élèves,
notamment en tirant profit de leur bagage culturel. On va aussi inviter les enseignants à lier les apprentissages au projet scolaire de l'élève, au projet professionnel de l'adulte apprenant. Puis, ça nous apparaît une compétence très, très pertinente, d'autant qu'on sait que la motivation des élèves a été fragilisée en raison de la pandémie. C'est quand même rassurant de penser que les étudiants en formation présentement, les enseignants qui sont interpellés puis qui vont ouvrir le référentiel, vont développer toutes sortes d'habiletés, de moyens pour soutenir ce plaisir-là d'apprendre chez leurs élèves. Merci. Caroline. Donc, c'est très bref, mais ça donne une petite idée quand même de cette compétence-là. Alors, comme je disais, le premier référentiel nous a donné des informations sur ces 13 compétences, bien, sur 12 de ces 13 compétences-là. Et on doit aller chercher dans ce nouveau référentiel-là, finalement, des compléments, des ajouts et des nuances, notamment par rapport à cette organisation-là des compétences qui va venir mettre l'emphase, mettre l'accent, pardon, sur certaines des compétences plus que d'autres. Alors, en comparaison avec celui de 2001, on avait des compétences qui étaient tous sur le même pied d'égalité. Là, ici, on a une structuration et une importance différente, une valeur différente à chacune de ces compétences-là. Puis, je vais laisser un peu Maurice Tardif nous exprimer comment cette structuration-là a changé. Comme je le disais au début, dans le fond, le référentiel se base sur une idée centrale. La formation des maîtres doit préparer à l'exercice d'un travail qui est celui des enseignants à l'école. Par conséquent, les compétences des enseignants ne flottent pas dans le vide, elles s'enracinent toujours dans des activités et des situations auxquelles l'enseignant ou l'enseignante sont confrontés. Donc, il est fondamental de penser les compétences à partir du travail de l'enseignant. Les compétences, je vous rappelle, ne portent pas sur des actes isolés, mais sur des familles d'activités et de situations. L'hypothèse qui était sous-jacente au référentiel, qui s'inscrit dans la documentation internationale sur l'analyse du travail des enseignants, c'est que les situations de travail des enseignants se structurent à partir de 3 grands champs. Donc, un enseignant, qu'est-ce que ça fait? Moi, j'ai étudié, il y a quelques années, le temps de travail des enseignants au Québec, à partir des conventions collectives et à partir de l'analyse du travail des enseignants. 70 à 75-80% du travail des enseignants, c'est des tâches en relation ou avec les élèves. Soit ils enseignent en classe, soit ils travaillent autour des élèves, par exemple préparation, planification, correction, etc. Donc, le cœur du travail des enseignants, pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est le travail avec et pour les élèves. Les 2 autres champs sont périphériques. Le travail des enseignants au profit des élèves avec les acteurs éducatifs. Les acteurs éducatifs, de façon schématique, on peut les regrouper en 2 groupes. Les acteurs à l'intérieur des établissements qu'on appelle en général l'équipe école et les acteurs à l'extérieur de l'établissement, de manière prioritaire, bien sûr, les parents des élèves. Et finalement, il y a un 3e champ qui est l'exercice de la profession, par exemple le développement continu, l'éthique professionnelle, la participation des activités collectives, etc., qui sont aussi des responsabilités des enseignants, mais qui sont des responsabilités limitrophes. Le référentiel de 2001 mettait à plat toutes les compétences. Toutes les compétences étaient comme équivalentes. Tous les référentiels qu'on a examinés, les 80 référentiels, font de la même chose. Tu as un catalogue de compétences. 6 compétences ou 36. C'est comme si toutes les compétences des enseignants étaient équivalentes. Comme si parler avec les parents, c'était la même chose que soutenir un élève en difficulté en classe. Comme si parler avec un conseiller pédagogique, c'était la même chose que gérer une classe. Non, ce n'est pas la même chose. Il y a des compétences qui sont plus fondamentales que d'autres et elles devraient être au cœur de la formation comme c'est. À partir de là, on a
Donc, il a quand même bien résumé, même si le schéma proposé dans sa diapositive, vous l'avez peut-être vu un peu, est différent là, du diagramme de Venn qui a été choisi par l'équipe du référentiel. Mais donc, il y a une accentuation qui est portée sur les compétences du champ 1. Et c'est quelque chose qui se retrouve aussi dans le référentiel où on va dire que ces compétences-là doivent être la priorité de la formation initiale. Et ça va se transposer aussi dans les niveaux d'acquisition. Mais donc, c'est un peu l'explication de cette figure où les compétences fondatrices, avec même le symbole des racines, et viennent supporter là, finalement les autres compétences. Et on a aussi des compétences transversales qui transcendent l'ensemble de la chose, avec au cœur la réussite éducative des élèves. Proposer des compétences. Pour ce qui est des niveaux d'acquisition, donc, cette affirmation comme quoi les compétences du champ 1 doivent être une forme de priorité, bien, ça met la table sur les niveaux d'acquisition qui sont une des nouveautés quand même majeures là, du référentiel avec le tableau que vous voyez ici là, à droite. Donc, ce tableau-là vient placer le fait que la formation initiale, elle est un morceau, une partie du développement continu des compétences. Donc, qu'il y a un développement qui se fait avant la formation et il y a un développement qui se continue, qui se poursuit après la formation. Donc, la colonne sur le développement au terme de la formation, bien, c'est peut-être celle qui nous intéresse particulièrement parce qu'on peut y voir que le développement de chacune des compétences n'est pas sur le même pied d'égalité. Donc, on a des compétences en début d'appropriation, en partie maîtrisée et en large partie maîtrisée, mais aucune de ces compétences-là n'est pleinement maîtrisée. La pleine maîtrise des compétences se retrouve finalement en formation continue au fil de la carrière enseignante. Donc, une citation ici de M. Tardif, donc nous ne formons pas des experts, mais des apprentis au terme de la formation. Puis c'est là l'essentiel de la transformation du référentiel, la posture que le référentiel veut mettre de l'avant. Donc, ce statut de la formation initiale-là qui va varier. Je pense à l'MQAS ou au BEP où les personnes sont en insertion professionnelle déjà avant la formation. Bien, cette formation-là, elle pourrait un peu se tasser là, sur la flèche en disant bien, il y a peut-être plus de compétences développées avant la formation qu'en formation initiale au premier cycle, là, par exemple. Donc, au BES ou au BEPP. Une autre façon de le voir, là, ici, je le représente un peu autrement. Donc, en début d'appropriation, avant la formation, bien, on parle de la compétence 1, agir comme médiatrice ou médiateur d'éléments de culture. La 7, tenir compte de l'hétérogénéité des élèves. Et la 13, agir en accord avec les principes éthiques de la profession. Donc, ce qui sous-entend que bien, les étudiants qui arrivent aux études sont déjà porteurs d'une culture et qui sont aussi en contact avec des élèves, des étudiants, des pairs qui viennent, qui ont toutes sortes donc, qui sont hétérogènes, là, finalement, qui ont toutes sortes de provenances, de façons d'apprendre, etc. Et qu'ils ont aussi une certaine sensibilité ou un début de réflexion éthique en voulant s'engager dans cette profession-là. En partie maîtrisée, bien, on suppose aussi qu'en arrivant en enseignement, bien, la langue d'enseignement est en partie maîtrisée et le numérique également de leur expérience de formation là, à travers l'ensemble de leur scolarité. Ce qui veut dire qu'au terme de la formation, bien, vous voyez que la plupart des compétences du champ 1, 3, 4, 5, 6 sont en large partie maîtrisées et on retrouve ces compétences qui étaient en début d'appropriation, donc la 1, la 2, la 12, qui doivent être en large partie maîtrisées au terme de la formation. Ça nous indique finalement sur quelles compétences on doit peut-être miser davantage, ce qui est quand même logique quand on parle de planifier, mettre en œuvre, évaluer, gérer les fonctionnements d'un groupe classe, qui sont aussi les compétences qui vont être mises beaucoup de l'avant dans les stages et dans l'activité concrète là, des enseignants et des enseignants. Pour ce qui est de collaborer avec la famille et les partenaires de la communauté ou s'engager dans un développement professionnel continu, mais au terme de la formation, on s'attend à un début d'appropriation. Donc, comme une sensibilité d'être au courant que ça va se produire dans le cadre de la profession, mais pas nécessairement, puis ce qui est logique aussi, là, collaborer avec la famille, c'est pas nécessairement des expériences qui sont
développer beaucoup durant le parcours, notamment dans les stages, bien, ils vont toucher un petit peu, mais pas nécessairement en profondeur. Ça va venir avec l'expérience, avec le travail, avec la formation continue. De même, s'engager dans un développement professionnel continu, mais un peu, ça le dit, il faut les sensibiliser à ça, qu'au terme de la formation, finalement, elles aient envie, ces personnes-là, de continuer de se développer, qu'elles soient conscientes que leur formation n'est pas finalement l'ensemble de leur formation. Que la formation initiale, bien, elle est initiale et que c'est pas pour rien que ça s'appelle comme ça. Donc, pour faire un peu un suivi du plan de déploiement, alors rapidement, là, je vous présente ici pour les compétences quelques pistes de formation. Alors, là où on en est, nous, du côté facultaire, on a organisé plusieurs midi-rencontres l'année dernière, entre autres, et d'autres sont à venir qui vont toucher à certaines des compétences. Donc, en faisant cette association-là entre les actions qu'on fait à la faculté et les compétences, bien, on arrive à voir un peu qu'est-ce qui est possible de faire. Donc, en tant que personne formatrice, si vous voulez vous sensibiliser à une de ces compétences-là en particulier, cette compétence-là vous questionne un peu plus que les autres, ça peut être des avenues, des bons points de départ, là, finalement, pour la formation. Donc, évidemment, en tant que médiateur d'éléments de culture, mais le programme des passeurs culturels qui est là pour les personnes étudiantes, mais aussi pour les membres du personnel de la faculté. Il y a aussi le projet pilote des badges et du culturel là, qui s'en vient. Donc, il y aura plus de détails dans le futur, mais éventuellement, donc, les personnes étudiantes vont pouvoir collectionner des badges en fonction de leur implication dans des activités culturelles pour des badges professionnels, pour des portfolios, par exemple, ou pour leur curriculum vitae à la suite de la formation. Il y a aussi un midi-rencontre qui a eu lieu le 10 décembre 2021. Je vais vous montrer tout de suite après comment aller chercher les midi-rencontres sur YouTube. Donc, la page de la Faculté d'éducation, tous les midi-rencontres sont là. Donc, celui du 10 décembre 2021 portait sur l'intégration de la culture dans l'enseignement. Donc, ça peut être intéressant si vous souhaitez en savoir plus. Il y a aussi dans les passeurs culturels là, des guides qui sont disponibles sur le site des passeurs culturels. Pour ce qui est de la maîtrise de la langue d'enseignement, bien, il y a de plus en plus d'initiatives facultaires qui se mettent en branle pour soutenir les étudiants et les étudiantes dans le développement de cette compétence-là. Donc, le cercle que vous avez vu en lien avec le TechFE, mais donc qui va donner un regard plus peut-être sur la norme. Et on va aussi avoir un midi-rencontre le 30 mars prochain, donc je vous l'annonce en primeur, sur la littératie universitaire. Donc, donc comment bien s'intégrer là au niveau de la littératie qui est demandée dans l'université par rapport aux autres niveaux scolaires pour nos étudiants, mais aussi donc comment accompagner les étudiants dans ce développement-là. Il y a aussi le Carrefour interuniversitaire, un projet d'Olivier Desouteurs qui rassemble là, les ressources disponibles pour le développement de cette compétence-là avec une équipe là, interuniversitaire, donc de plusieurs universités qui collaborent pour développer ce carrefour-là avec plusieurs ressources en langue. Donc ça, c'est un projet qu'on va suivre avec attention. Pour ce qui est des compétences du champ 1, il y a eu un midi-rencontre le 18 mars 2022 sur l'évaluation des apprentissages avec Isabelle Miset, entre autres. Donc, pour vous informer un peu plus sur cette compétence-là qui est très questionnante là, en milieu universitaire. Et pour la compétence 7, l'hétérogénéité des élèves, entre autres, bien, on va s'intéresser aux perspectives autochtones. C'est le matériel qu'on a en particulier. Donc, je l'ai associé à cette compétence-là, mais on sait que c'est beaucoup plus que simplement l'hétérogénéité des élèves. Mais il y a des capsules récemment publiées sur YouTube sur les perspectives autochtones associées à différentes disciplines. Et il y a eu un midi-rencontre avec Patriciane Blanchet, notre conseillère pédagogique en pédagogie autochtone, donc le 21 janvier 2022. La vitrine de formation continue pour la compétence 11, donc ça peut être un ajout intéressant pour sensibiliser les personnes étudiantes à leur développement continu que de leur présenter cette vitrine de formation continue-là qui a été mise en place par l'équipe, le vice-décanat à la formation continue, Nancy Granger et son adjointe Nathalie Lefebvre. Donc, pour rassembler là, différentes ressources de formation continue selon différents thèmes.
Et il y aura un midi-rencontre à venir aussi sur l'intelligence artificielle. Donc, un autre petit teaser, une petite primeur donc pour la compétence à mobiliser le numérique et même qui va toucher des aspects éthiques là, liés à l'intelligence artificielle dans le cadre, dans le contexte de l'éducation. Donc, ce sera à venir là, ce printemps aussi. Ça m'amène à vous présenter aussi cette petite grille-là parce qu'il y a Alex Boudreau, qui était conseiller pédagogique ici à la faculté, qui maintenant a pris une année sabbatique, là, donc il va très bien, mais donc il y avait d'autres projets, mais il y avait ce dossier-là, entre autres, et c'est pour ça que c'est moi qui m'en occupe maintenant, donc il m'a relégué l'information, et il avait préparé une forme de grille, là, c'est le prototype que vous voyez là, qui pourrait être adapté là, à différents de vos contextes pour analyser vos activités pédagogiques. Donc, selon, il y en a que ça a déjà été fait, dans certains programmes, ça a déjà été fait, d'autres peut-être que c'est un travail qui va être à faire, qui va vous être demandé. Comment analyser? Bien, vous voyez qu'on parlait de niveau d'acquisition des compétences et tout ça, bien, c'est un peu le travail qu'il a fait ici de dire, bien, est-ce qu'on peut observer dans chacune des activités pédagogiques quelles compétences on développe à quel niveau? Donc, vous avez un extrait là, de la grille, mais toutes les compétences sont sur cette grille-là. Donc, de dire, est-ce que, puis en faisant pour les différentes activités pédagogiques, bien, en rassemblant ces informations-là, ça peut vous donner un portrait sur dire, est-ce que finalement, toutes nos activités pédagogiques touchent un petit peu la culture, mais il n'y a rien qui l'approfondit ou qui va vers une maîtrise plus approfondie de cette compétence-là? Bien, ça peut être des façons de trouver où travailler en tant qu'équipe programme sur l'intégration des compétences dans la formation. Donc, c'est un outil, si ça peut vous servir, mais on vous le partagera. Ça peut être aussi un outil de développement personnel, là, professionnel, individuel, pour voir votre cours, comment vous vous situez et quelles compétences vous touchez et à quel degré. Pour ce qui est des midi-rencontres, je vous disais, donc qui sont sur YouTube, sur la page de la Faculté d'éducation. Donc, Faculté d'éducation, vous voyez le petit logo ici qui va être facile à reconnaître. Donc, quand vous cherchez la Faculté d'éducation sur YouTube, vous allez arriver sur une page semblable à ça. Et dans l'accueil, bien, vous allez voir, là, en déroulant vers le bas, vous allez voir une section spécifique midi-rencontres, formation et culture. Donc, les midi-rencontres de l'an dernier sont là. Celui d'aujourd'hui qui est enregistré actuellement devrait s'y retrouver aussi, là, donc c'est dans le plan de le mettre là. Et les prochains, je parlais de la littératie universitaire et sur l'intelligence artificielle aussi, vont se retrouver là après leur enregistrement pour que ce soit disponible, utilisable et transférable là, dans différents contextes de formation pour vous. En terminant, alors des nouvelles du CAPUP, j'en ai donné un petit peu au début. On ne sait pas trop qu'est-ce qui s'en vient, mais ça n'empêche pas que le référentiel doit être intégré dans nos programmes de formation. Alors aujourd'hui, ça se voulait un suivi, pas dans le but de pousser quoi que ce soit, mais plutôt dans le but de vous annoncer le fait qu'on va on doit garder des traces. La fois qu'on va nous demander des comptes, bien, on va préférer gardé des traces tout au long de ce déploiement-là plutôt que d'essayer de se souvenir de tout ce qu'on a fait avant la fin. Donc, selon vos programmes, vous êtes rendus à différentes étapes. Puis c'est là que je veux prendre une seconde pour regarder l'échéancier avec vous. Il y en a peut-être qui n'auront jamais vu donc ces étapes-là, donc il y a une analyse du parcours, des concertations, des formations qui ont été faits. Bien, selon les programmes, il y a des avancements qui sont différents. Je pense au BES, BILS, BEPP, qui sont en refonte présentement, mais donc qui profitent de ça. Le parcours a été analysé dans le cadre des refontes, mais on en profite pour intégrer le référentiel dans ce processus-là également. À la QES, il y a eu une évaluation périodique récemment, donc ça permet d'avoir fait des analyses. Ce qui fait qu'en tant que personne formatrice, il faut vous attendre à être sollicité par vos directions de programme pour peut-être de la formation, pour évaluer vos activités périodiques au sens où quelles compétences on y retrouve, de faire des équivalences et tout ça. Comme je le disais aussi au début, je pense que pas mal tout le monde a adapté les libellés des compétences en fonction du nouveau référentiel, mais aujourd'hui, ça se voulait l'idée de pourquoi on a adapté ce libellé-là, qu'est-ce qu'il y avait derrière ce changement-là? C'était cette posture-là que finalement, la formation initiale,
elle se retrouve à être une étape du développement des compétences et non pas la finalité de ce développement-là. Donc, pour faire ce suivi-là, ça va vraiment passer par vos responsables direction de programme ou la personne qui aura été nommée pour faire le suivi. Et nous, du côté facultaire, parce qu'on a aussi beaucoup d'actions facultaires dont les midi rencontres faisaient partie, bien, le suivi va être fait, entre autres, par moi. Il y a aussi Caroline Pelletier qui est avec nous aujourd'hui, qui va faire le suivi dans le cadre de ses fonctions en tant que conseillère pédagogique à l'expérience de formation. Bien, elle est appelée à collaborer avec les programmes. Donc, en faisant différents suivis, bien, celui du référentiel aussi va se faire en même temps et elle va garder des traces pour vous et pour nous aussi. Donc, quand va venir le temps de peut-être faire un rapport ou de rendre des comptes, parce que la dernière étape qu'on nous annonce, c'est une visite du Cap-Feu en 2026-2027. Alors, si Cap-Feu, il y a toujours cette visite-là, bien, ce sera peut-être à ce moment-là qu'on devra rendre des comptes, dire où on est rendu et donc en fonction de l'échéancier qu'on a soumis la première fois. Mais évidemment, les dates vont changer parce que chacune de nos réalités est différente et déjà, bien, le Cap-Feu nous a déjà un peu mis en retard en n'étant pas là, en étant absent. On attendait après lui, mais maintenant, on va juste entamer les choses progressivement. Alors, donc, je nommais Caroline, mais il y a aussi Gabrielle Léonard-Benoît qui va nous aider à faire le suivi. Elle est très impliquée comme conseillère pédagogique déléguée du SSF. Elle est impliquée auprès des programmes de refonte. Donc, il va y avoir une division là, comme ça des programmes pour faire le suivi. Parmi les suivis à faire, ici, là, dans mon petit document de suivi que je vous présente, c'est que j'ai recensé les actions qui avaient été annoncées dans le plan de déploiement. Fait qu'il va rester à dire, ben oui, ça a été fait, c'est en cours ou c'est terminé, notamment ici pour les modifications qui ont été annoncées. Là, c'est l'exemple du BAS, mais entre autres, les plans de cours, pas mal sûr que c'est terminé. On va pouvoir cocher ça officiellement. Et c'est donc l'objectif là, de ce plan de déploiement, de ce suivi aujourd'hui, c'est de vous annoncer comment les choses vont rouler et de vous attendre à finalement être sollicité là, pour ce déploiement-là par vos directions de programme et les équipes programme. Ça fait le tour pour moi. J'arrête mon partage d'écran. Puis, je suis disponible donc pour répondre à vos questions si vous en avez. Alors, je ne sais pas s'il y avait des choses dans le clavardage qui étaient apparues pendant ma présentation. Le seul élément, Judith, c'est est-ce que la présentation sera disponible après la rencontre? Ben, comme je disais, on enregistre la présentation. Si vous voulez le PowerPoint directement, je peux tout à fait vous le partager. J'ai pas de problème avec ça, mais sinon, vous aurez l'enregistrement, donc avec ma charmante voix par-dessus qui va être disponible sur YouTube. S'il y en a qui ont des questions, peut-être lever la main ou écrire dans le clavardage. Il n'y a pas de question, c'est donc que j'ai été très claire et qu'il n'y a aucune inquiétude et que tout le monde est rassuré. Madame Sauvé. Oui, je me disais qu'au BAPP, au niveau des stages, on n'utilise pas du tout le référentiel ni de 2001, ni évidemment celui de 2020. On travaille à partir de trois grandes compétences et je me demandais si il y a des mandats d'intégrer les référentiels dans la pratique d'accompagnement des stages. C'est peut-être pas vous qui pouvez me répondre, là, mais je me demande si vous apportez ces mandats-là au département. Je ne suis pas sûre, vous avez dit que vous étiez de quel programme? Au BAPP. Au BAPP, donc dans les stages. Moi, j'aurais le goût de renvoyer la question à Pierre-Alain qui est présent avec nous. Oui, c'est ça. S'il veut intervenir. Là. Parce que aussi, avec la refonte, là, ben, je commencerai par dire déjà, avec la refonte, l'évaluation des stages, l'accompagnement des stages va être retravaillé en fonction du parcours de professionnalisation. Et le parcours aussi est pensé en fonction
pas nécessairement du référentiel et des compétences directement, mais je sais qu'il y a un travail qui va être fait ou qui est fait sur des équivalences là, entre les cibles, les exigences de formation et les compétences là, du référentiel. Oui, Je ne sais pas, Pierre-Alain, Pierre-Alain, est-ce si tu que voulais tu voulais? compléter? Oui, bonjour. J'avoue être interpellé par ce que dit Jocelyne. Et puis, comme dans pas si longtemps, on va avoir des rencontres et des échanges, peut-être que ça sera l'occasion d'en discuter. Voilà. En tout cas, je prends note, mais enfin, je précise quand même qu'il y a des évaluations des compétences dans ce qui se fait au stage au BEPP. Mais voilà, je ne serai pas plus précis pour le moment parce que bien évidemment, comme on est en refonte, moi je préfère regarder le futur et m'orienter vers ce qui va suivre plutôt que de faire un bilan du passé. Puis ma présence à l'Université de Sherbrooke est trop récente pour avoir une information complète sur ce qui s'est fait avant. Moi, je préfère vous parler de ce qui va se faire après. Voilà, donc c'est une réponse qui se diffère, mais j'ai pris note de la remarque. Merci Pierre-Alain. Effectivement, donc avec la refonte, il y a des équivalences. Donc, ce n'est pas demandé de baser l'ensemble de la formation sur les compétences directement, mais il faut que ça se sente qu'elles sont là, qu'elles sont abordées d'une certaine façon. Alors, ce n'est pas d'enseigner en fonction des compétences spécifiquement ou d'avoir un cours sur chacune des compétences, mais on sait très bien que dans le cadre des stages, les personnes étudiantes développent ces compétences-là de différentes manières. Est-ce que c'est obligé de les évaluer avec le vocabulaire du référentiel? Non, pas du tout. Mais quand on va avoir des comptes à rendre sur dire comment on le déploie dans la faculté, mais il va falloir démontrer un peu ces équivalences-là d'une certaine façon. C'est ce que j'en comprends ici. Là. Enrique? Oui. Je crois comprendre peut-être l'intervention de Jocelyne et aussi l'intervention de Pierre-Alain. C'est certain que lors des stages, les stages ont une finalité. Il sait que les étudiants manifestent puissent démontrer l'état de développement des compétences pour lesquelles ils sont en train d'être formés. Donc, le référentiel des compétences doit se manifester dans les grilles d'évaluation du stage. La façon dans laquelle peut-être ces compétences sont organisées à l'intérieur des grilles d'évaluation est différente de l'énumération telle qu'il apparaît dans le référentiel. Mais ça ne veut pas dire que les compétences n'apparaissent pas d'une façon ou d'une autre dans les grilles d'évaluation des stages. Le stage est là pour évaluer les compétences pour lesquelles les étudiants doivent être formés. Donc, je crois que c'est peut-être simplement dans la façon de traduire les compétences identifiées dans un référentiel par rapport à la façon dans laquelle ils sont évalués au moyen d'une grille qui appartient à chaque programme. C'est ce que j'en comprends. Merci, Enrique. Effectivement, c'est ce que j'ai cru comprendre aussi là, de la question. J'espère, Mme Sauvé, que ça répond. Je dirais que oui et non, parce que effectivement, c'est quelque chose qui va être en progression, mais je pense que ne serait-ce que la compétence 8, d'intégrer l'aspect motivationnel de nos élèves et que ça devienne une préoccupation plus claire dans les stratégies de planif et d'intervention et d'accompagnement des élèves. Je pense que plus on approche d'un référentiel de compétences et qui, je suis très contente, soutient plus l'aspect connaissance aussi, qu'on ne le voyait dans l'ancien référentiel, je pense qu'il va y avoir des ajustements à faire pour que ça devienne une préoccupation plus régulière, plus constante. Quand on espère, alors que quand on nomme, il y a une différence pour moi. Mais je ne veux pas enclencher un débat, là. Merci. Merci, Mme Sauvé. En fait, il y a aussi, c'est ça, l'idée. En ce moment, au BEPP, vous êtes entre deux programmes. Il y a eu l'implantation d'un nouveau programme. Puis, au BESB aussi, ils vont vivre la même chose. Donc, cette intégration-là du référentiel va se faire dans la refonte. On ne s'attend pas à changer nécessairement
toute la vision pédagogique du programme actuel qui en est à ses derniers étudiants. Donc, ça va venir avec la refonte et ça va finir par être expliqué aussi là, les relations là, qui sont faites, puis comment, effectivement, chacune de ces compétences-là est abordée de façon explicite, là, ultimement, pendant la formation, pendant les stages, etc. Madame Vermiche. Oui, je m'excuse, j'ai peut-être pas bien saisi toutes les conversations. Là, mon son est pas bon, mais je veux quand même rappeler qu'il y a un cours officiellement là, au BEPP 1 où on fait cette traduction-là entre les compétences en stage et les compétences professionnelles. C'est une bonne partie du cours où on fait constamment là, ce lien-là avec les étudiants dès la première session, en fait. Merci pour la spécification. Il y a aussi Isabelle Nizet qui nous dit dans le clavardage que l'évaluation périodique au BBP avait révélé ce questionnement-là entre l'arrimage des compétences et les grilles de stage. Donc, c'est un questionnement dont les équipes de refonte sont conscients et sur lesquels, j'en suis persuadée, elles travaillent. Isabelle, voulais-tu ajouter quelque chose? Non, moi, j'insisterai peut-être sur une autre dimension, mais que tu n'as pas approfondi, mais qui, à mon avis, va être un des enjeux essentiels. J'ai quand même vu circuler des documents qui parlaient de la progression et du développement des compétences dans le cheminement des étudiants. Donc, je crois aussi que ça va être un enjeu important dans nos approches programmes, mais aussi dans les programmes qui ne sont pas en refonte, de regarder, et c'est peut-être le document d'Alex qui nous amène vers ça, mais à mon avis, il est un peu partiel, mais c'est de réfléchir comment on va procéder au développement de ces compétences selon une progression logique. Et on va aussi devoir rendre compte, à mon avis, parce que le CAPFE n'est quand même pas tout à fait mort, hein, il y a des fantômes qui rôdent quelque part, et donc ça va être un questionnement, on va devoir rendre des comptes sur comment nos refontes par situation s'arriment aux compétences et comment on peut garantir le développement de ces compétences au niveau attendu que tu as très bien décrit, selon une progression logique. Alors, c'est un débat qui est au-dessus de nous pour le moment, mais ça va arriver dans notre TAL, comme on dit, donc c'est juste pour qu'on puisse avoir une vision prospective. Voilà, c'était simplement ça que je voulais apporter. Merci Isabelle, c'est effectivement un apport important là, de dire avec les niveaux d'acquisition qui sont présentés dans le référentiel, forcément ça amène la question de dire ben, quel est ce développement-là pendant la formation. Là, vous vous souvenez de la figure tantôt que j'avais avec la flèche et le cadre bleu de la formation initiale sur ma flèche, donc le développement continu des compétences. On suppose qu'il y a un début d'acquisition avant et pendant la formation, bien, quel va être ce développement-là? Donc, effectivement, là, sans doute qu'on devra rendre des comptes sur comment on fait ce développement-là, comment on passe d'un début d'appropriation à une compétence qui est en partie ou en très grande partie maîtrisée. Ce sera un questionnement à y avoir là, dans chacun de vos programmes pour chacune des compétences, éventuellement dans votre analyse et dans le déploiement puis dans le regard complet du programme. Mais là, d'un autre côté aussi, il ne faut pas partir en peur et se dire qu'il faut faire ça pour l'an prochain. Là. Le CAPFE va revenir nous voir, va évaluer la situation, puis il va nous dire « Ah, ben, il faudrait améliorer telle chose, il faudrait améliorer telle chose. » Donc, il y a lieu d'y aller progressivement dans cette intégration-là, et éventuellement, d'une évaluation périodique peut-être future qui va venir, ben, ce sera le lieu de créer ce chantier-là, puis d'aller plus loin dans cet aspect-là. Donc, il faut profiter aussi des moments qu'on a actuellement pour réviser nos programmes. Il faut en profiter pour finalement intégrer ce référentiel-là. C'est pour ça que chacun des programmes se retrouve à un état d'intégration qui est différent en fonction de leur réalité. Avec les refontes, on peut supposer que cette implantation-là va être peut-être plus grande que d'autres programmes où l'évaluation périodique va être dans 1, 2, 3 ans. Mais peut-être qu'on profitera de l'évaluation périodique pour aller plus loin dans l'implantation, puis qu'en attendant, ben, on y va avec du mieux qu'on peut, sans tout changer
drastiquement tout de suite, là. On ne lance pas une refonte de tous nos programmes pour ce référentiel-là, mais on y va progressivement avec ce que les équipes sont capables de supporter. Parce que comme je disais aussi dans la présentation, le référentiel de 2001 n'est pas acheté à la poubelle complètement. Alors, il y a déjà des choses, si ce référentiel-là était en partie intégré ou en tout cas, selon la façon dont il est intégré, bien, ça reste que 12 des 13 compétences sont encore valables et valides aujourd'hui et qu'il suffit de revoir peut-être un peu cette posture-là du référentiel, de se la mettre en tête puis de la laisser nous nourrir aussi dans notre vision de chacune de nos activités pédagogiques. Il y a d'autres interventions. Donc, si ça fait le tour pour vous, n'hésitez pas à m'écrire s'il y a des questions ou à écrire à vos directions de programme aussi si la question porte spécifiquement sur la situation de votre activité pédagogique dans votre programme. Ça reste, dans chaque programme, l'implantation va être différente et va prendre la couleur de votre programme. Donc, et nous, du côté facultaire, bien, on est là pour vous supporter, pour aider les programmes dans cette implantation-là. Donc, ultimement, avec Caroline, avec Gabrielle, on instaure ce suivi-là. On va garder des traces pour que, au moment de rendre des comptes, bien, on va se souvenir de tout ce travail qu'on aura fait, plutôt que d'essayer de ressortir des choses, des boulamites dans 6 ans, là. Mais donc, s'il n'y a pas d'autres questions qui vous viennent pour l'instant, alors n'hésitez pas à communiquer avec vos responsables de programme ou avec nous pour la suite. Je vous invite encore à visionner ou revisionner les midi-rencontres que j'ai présentées tout à l'heure qui portent sur certains aspects des compétences et à être à l'affût des prochains midi-rencontres sur la littératie universitaire, sur la mobilisation du numérique aussi. Donc, qui vont survenir ce printemps et d'autres l'an prochain. Si vous avez des suggestions d'ailleurs pour des prochains midi-rencontres, donc 1 heure, avoir des petites informations clés sur certains éléments pour vous former à des aspects de votre travail que vous aimeriez développer, bien, n'hésitez pas à nous en informer pour ça. Ça va nous faire plaisir de travailler avec vous pour ça. Puis, voilà, mais en fait, c'est tout pour moi. Je vous remercie d'avoir été là. Puis, je vous dis à une prochaine.